Alors nous donnons la parole à Ronald Virag, qui s'intéresse depuis longtemps à la dysfonction érectile et qui nous donne un plaidoyer des propositions pour une prise en charge rationnelle de la dysfonction érectile en France. Alors je merci Hubert, Monsieur le Ministre et chers collègues. Ça m'a été inspiré parce que cette année on m'a instamment proposé de passer à l'honorariat. Alors j'ai beaucoup réfléchi et bien sûr j'ai accepté avec plaisir, mais surtout ce plaidoyer, ces propositions, c'est qu'en retournant en arrière, je me suis rendu compte que bientôt j'allais m'arrêter ou disparaître, et que ce qu'on a créé et fait évoluer depuis 40 ans méritait d'être transmis, et que les choses n'allaient pas très vite. Alors voilà un petit peu la raison de cette communication qui peut paraître un petit peu provocante. En hommage à Bernard Lobel, qui habituellement était assis là et n'aurait pas manqué de poser énormément de questions, et puis comme il a terminé sa carrière chez nous, j'en ai souvent parlé avec lui. Alors qu'entend-on par trouble de l'érection? Des troubles de fonctionnement, c'est essentiellement de ça qu'on va parler, la dysfonction érectile, mais également de certains troubles morphologiques, et en particulier la maladie de la péronie, et puis du priapisme. Pourquoi réunir tout ça? Bien sûr parce que ça occupe le même sujet des troubles de l'érection, et parce que il y a aujourd'hui tellement de progrès, notamment dans la dysfonction érectile et dans la prévention du priapisme, qu'on aimerait bien que l'Académie nous aide à les faire connaître et à les faire savoir. L'épidémiologie est un sujet particulièrement important, puisque tous âges confondus, la prévalence des troubles de l'érection, d'ailleurs mondiale, est à peu près de 30%. Il faut oublier le petit diagramme qui a l'air de faire penser que c'est la vieillesse qui est le facteur principal des troubles érectiles. En effet, comme vous voyez sur la gauche, si vous allez à la sortie d'un lycée ou d'un collège ou d'une université, eh bien, il y a au moins 5% des garçons qui sont là qui ont des troubles de l'érection. Et à cet âge-là, je vous prie de croire que c'est dramatique. Et si on augmente en âge, et même si on se situe à peu près avant 45 ans, vous voyez que les chiffres sont conséquents et énormes. Et cette souffrance sexuelle va entraîner, à notre avis, comme le suggérait Alain Séry qui est ici présent, un double problème, exactement comme la douleur, des problèmes de santé publique et des problèmes de société. Vous voyez ce phénomène très important qui est, une fois qu'il y a une souffrance sexuelle installée, ça retentit sur l'ensemble de la personnalité, sur les rapports aux autres, et surtout un rapport évident avec la santé générale. Les étiologies, elles sont multiples, et je ne vous les rappelle pas ici, simplement elles sont soulignées en rouge parce que la prédominance vasculaire qui est inhérente à la fonction érectile, puisque la fonction érectile c'est neurovasculaire, mais c'est essentiellement vasculaire, va toujours entraîner chez l'homme qui en est atteint, quel que soit son âge, quelle que soit l'étiologie, une angoisse de l'échec, une angoisse, la peur d'échouer de nouveau quand le phénomène s'est succédé de suffisamment fréquemment. Ce qu'on a remarqué, et une grande question qu'on se pose actuellement avec Eric Haller, avec Hélène Sussman, avec qui je travaille quotidiennement, c'est que ces troubles érectiles énormes sont associés très fréquemment à des syndromes dépressifs et voire même à une tendance suicidaire, avec lié l'angoisse de l'échec, la perte de l'image virile. Et c'est un élément important, et donc on a recherché un petit peu quel était ressenti existentiel des sujets qui venaient nous consulter. Et c'est récent parce que j'ai remanié notre questionnaire posé à tous les patients qui viennent consulter, et vous voyez que 30% des patients qui viennent nous consulter, eh bien, considèrent que la situation, si elle demeurait identique,
thérapeutique est invivable. Invivable, ça veut dire que si on ne trouve pas une solution, peut-être qu'on va se suicider. Eh bien, on va travailler sur ce sujet parce que c'est une courte série, mais les statisticiens m'ont dit, tu peux tabler que si tu as 1000 malades, c'est entre 10 et 40%, le 30% actuel. Donc c'est très important, et c'est très important que ces patients soient bien traités et bien suivis. Deuxième grand élément que j'avais souligné dès 1985 dans un article qu'on avait eu l'honneur de publier dans le Lancet, posait la question de l'impuissance comme maladie vasculaire potentielle et dominante. Eh bien, on a beaucoup travaillé, beaucoup d'autres ont travaillé sur le sujet, et vous voyez ici déterminer l'association de la dysfonction érectile avec diverses pathologies vasculaires, y compris par exemple l'infarctus du myocarde. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de savoir que quand vous diagnostiquez une dysfonction érectile, qu'elle est d'origine vasculaire, et je vous dirai comment, eh bien, il faut immédiatement informer le patient, demander un examen cardiaque parce qu'il y a peut-être déjà des lésions coronariennes ou des lésions au niveau des carotides. D'où l'importance du médecin vasculaire. Alors le paradoxe de la situation, c'est que depuis ces 30 dernières années, on a vaincu l'impuissance. Il n'y a plus de malade qui puisse rester impuissant s'il ne veut pas le rester. Nous avons, alors dans le sens inverse, au fur et à mesure des découvertes, des implants formidables qui avaient été inventés dans les années 70 aux États-Unis. On a apporté, et la première publication a été faite dans cette académie en 1995, si je me souviens, 1991, si je me souviens bien, la chirurgie vasculaire réparatrice, les auto-injections intracaverneuses que nous avons amenées un petit peu plus tard, en 1982, et puis le Viagra et ses associés. Tous ces traitements permettent de donner des érections aux patients. Eh bien, face à ça, le grand paradoxe, c'est la pauvreté de la prise en charge. À mon sens, il y a 3 éléments qui s'engrènent, que vous pouvez lire ici. La simplification excessive du traitement depuis l'apparition de la pilule bleue, le manque d'investissement des médecins, ça c'est fondamental et c'est la raison de mon appel, et l'absence, qui est liée au précédent, d'une démarche scientifique cohérente, même quand des médecins s'occupent du problème. Alors, la simplification excessive du traitement, je passe vite, c'est se débarrasser du patient, soit en lui prescrivant une pilule, soit en l'envoyant chez le sexologue qui va faire, ou pire, chez le psychiatre qui va le coucher sur un lit en lui faisant parler de sa maman et de tas de choses du même genre, soit en le classant déprimé. Deuxième précédent, le manque d'investissement des médecins. Et dans une étude récente de tous nos malades, premièrement vus en premier, hors envoi par des correspondants habituels, eh bien on s'aperçoit que 62% des patients aujourd'hui viennent hors circuit médical, Internet. Je ne parle pas de Doctolib, Internet. Quelques-uns bouche à oreille, nos actions médiatiques générales, un peu, et essentiellement Internet. Le spécialiste, 31%, le généraliste, qui est le premier de cordée de cette affaire, 7%, et en général, il prescrit une pilule et au revoir. L'absence de démarche scientifique est listée également ici. Le principal en démarche médicale, c'est l'a priori diagnostic lié à l'âge. Vous êtes jeune, c'est dans la tête. Vous êtes vieux, bah écoutez mon vieux, vous avez vécu, ça suffit. Et c'est à peu près ça. Le deuxième, c'est l'absence ou la faiblesse de l'évaluation. Je vous montrerai qu'on a toutes sortes de moyens d'évaluer proprement, et il y en a de simples. Eh bien, c'est pas fait. La prescription restrictive et craintive, c'est-à-dire qu'on s'arrête au médicament le plus simple et on oublie les thérapeutiques actives autres. C'est comme si on s'arrêtait dans la prise en charge d'un adénome prostatique à faire prendre le médicament, les plantes.
L'absence de transversalité est le point important, et surtout l'absence de centre dédié. Je le plaide depuis très longtemps, mais ça n'est pas appliqué, et à ma connaissance, très peu d'unités, qu'elles soient, je m'adresse à Xavier Martin ici, présent, patron d'un grand service d'urologie, n'ont installé des structures dédiées on se dédie à l'andrologie, mais dédiées à la dysfonction sexuelle érectile. Et puis, il y a un dernier élément économique important, c'est la modalité, la modicité de la prise en charge par la CNAM. Effectivement, c'est par exemple en médecine vasculaire, on va faire 4 Doppler des carotides pendant qu'on va explorer une dysfonction érectile. Donc ça compte aussi dans le problème, il n'y a pas de prise en charge, la prise en charge médicamenteuse sont quasi absentes, les prises en charge chirurgicales sont misérables, et donc ça c'est un élément important. Donc, je vais passer très rapidement, mais je pouvais faire une séance supplémentaire sur les choses vues dans les 15 ou 3 semaines dernières. Un monsieur qui vient consulter, il a 15 ans de traitement pour dépression, psychologie, etc. Le docteur Sussman, ici présent, lui fait un test d'érection, une échographie, il a une érection et il est quasiment guéri, parce qu'on lui a montré qu'il était capable de redevenir un homme. Autre histoire, patient vient consulter pour maladie de la péronie, il a vu 2 médecins généralistes, 3 urologues malheureusement, et je lui dis, écoutez, déshabillez-vous, on va examiner. Ah bon, vous allez m'examiner? Vous allez m'examiner la verge? Donc il a passé 6 mois, 1 an, on ne l'a pas examiné, et je vois Eric qui apprécie parce qu'il l'a assez quotidiennement. Dernier point, un jeune homme d'une 25 ans, très bien fait de lui, communicant, très à l'aise, mais si vous ne résolvez pas mon problème, je me flingue. Et il a vu X personnes, et sous prétexte qu'il a 25 ans, personne ne lui a fait un examen, lui a demandé quoi que ce soit. Alors que c'est un garçon qui avait des troubles de l'érection depuis sa jeunesse, depuis ses premières tentatives de rapport, qu'il n'avait jamais eu un examen, il a été examiné ici, il a été opéré, vous allez voir, il fait partie de la série qu'Eric va vous présenter, et il est maintenant guéri. Donc, voyez le précédent. Alors je vous passe un qui avait 3 stents coronaires, dysfonction érectile d'origine vasculaire, qu'on avait envoyé au sexologue, qui l'avait couché lui l'avait fait coucher en disant, je vais vous faire mettre de la musique, ça va vous détendre. Donc, vous voyez à peu près la situation. Donc, résumé, peu d'offres et des patients captifs de spécialités qui ne s'occupent pas ou peu du problème, prise en charge insuffisante, et puis sans doute aussi une notion encore de tabou de la part des patients comme de la part du corps médical, mais plus du corps médical vis-à-vis de la dysfonction érectile elle-même. La crainte vis-à-vis de la dangerosité supposée des examens. Pourquoi? Parce qu'on provoque des érections, alors ça risque de donner le priapisme, alors qu'il y a tous les traitements possibles. Et la crainte envers les traitements invasifs qui sont souvent décriés par les médecins eux-mêmes. Un implant, c'est dangereux. Or, c'est pas dangereux, ça marche dans 90% des cas, voire même plus. Donc, je voulais simplement, avant de terminer, vous citer notre exemple, car depuis 40 ans, je me suis tenu à une transversalité, une multiplicité, une abord absolument de l'ensemble des problèmes, comme vous voyez sur le diagramme. Chaque patient a ce diagramme qui code de 0, il n'y a rien, à 3, il y a un déficit majeur. Et on peut comme ça savoir où on va. Et on a des examens pour chaque problème. Donc c'est centré sur l'évaluation vasculaire, bien évidemment. Et donc, le rôle essentiel, c'est celui du médecin vasculaire, avec un test d'érection provoqué sous écho Doppler.
Et ce test est extrêmement simple parce qu'on va injecter une médication dont elle dirait à un médecin, à un malade normal qu'elle donnerait une érection normale. Eh bien, on va avoir soit une tumescence ou une érection instable, soit une érection rigide et durable. Et l'échographie aura évalué si cette érection durable est liée simplement à une petite atteinte artérielle ou bien s'il est normal. Et dans ce cas, ce patient va être basculé vers une prise en charge médicale. S'il y a une anomalie de ce test, si l'échographie montre que c'est artériel, voire veineux, ou l'un et l'autre, eh bien on l'orientera vers une imagerie que Eric va vous montrer dans un instant, essentiellement dominée par le cavernoscanner, et il sera orienté vers une chirurgie, soit de reconstruction, soit d'implant. Pour la maladie de la péronie, c'est pareil. Les malades ne bénéficient absolument pas de l'échographie, alors qu'on vous présentera prochainement des techniques et des moyens d'explorer tout à fait complets. La crainte de l'érection provoquée ou du priapisme a pratiquement disparu. Pourquoi? Parce que si on le reconnaît très vite, il y a un traitement médicamenteux magnifique ou un simple drainage qui vous permet de supprimer cette érection quand elle est intervenue. Donc, démarche cohérente, dialogue et test avec le patient, traitement adapté pour tous, médicaux ou chirurgicaux, mais malheureusement, pas de centre dédié, peu d'enseignement. Donc ma demande aujourd'hui, et c'est ce que nous faisons, parce qu'on est poussé par la demande des patients, énormément, demande des jeunes diplômés également. Donc, nous, on faisait une information tous azimuts, des conférences, cette année 6 publications. On a créé un club pour les médecins et chirurgiens vasculaires andrologiques, et on vient de créer, avec l'aide d'Albert-Claude Benamou, un DU de prise en charge des troubles de l'érection. Je pense que c'est déjà une bonne chose, et comme l'indique Victor Hugo, vous voyez, que rien n'est plus puissant qu'une idée dont l'heure est venue. Donc, mon appel, c'est à vous, à l'Académie, qui m'a toujours accueilli, et pratiquement toutes les premières ont été publiées en premier ici à l'Académie. Les sociétés savantes sont contactées. Je voudrais contacter les programmes d'enseignement, l'ACNAM également, puisqu'on est on envisage de refaire la nomenclature, et puis susciter la recherche clinique et fondamentale en amont. Définir des recommandations cohérentes et susciter la création des centres dédiés. Voilà, je vous remercie. Et comme ça, vous pourrez dire tout.